Je vous parle de la journée cancer et personnes âgées. C'est notre journée régionale annuelle organisée par l'UCOG, qui aura lieu le 13 octobre 2026 à l'espace Beaulieu à Nantes sur le thème cerveau et cancer chez sujet âgé. Et les inscriptions ont ouvert aujourd'hui. Donc vous pouvez soit flasher le QR code, soit cliquer sur le lien que vous avez reçu par mail dans la matinée. Voilà, donc on espère vous y voir nombreux. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Alice Brenning, gériatre au CHU de Nantes, et au docteur Pierre Chapon, pharmacien à l'ICO de Nantes. Alors, bonjour à tous. Donc, Pierre Chaperon, je suis pharmacien à l'ICO et je suis donc avec Alice Brenning, j'arrête au CHU de Nantes. On va commencer. On a 5-6 cas cliniques qu'on a voulu assez interactives et donc on a 5-6 cas cliniques et donc c'est assez pratique aussi. Il ne faudra pas hésiter à nous poser les questions. Alors, on a laissé un temps d'échange à la fin de chaque cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le premier cas clinique qu'on a fait, donc assez plutôt côté pharmacien là, c'était le cas de Madame S, 83 ans, qui a un adénocarcinome bronchique avec certaines caractéristiques et le traitement qui est envisagé par l'oncologue, donc c'est un traitement par osimertinib, le Tagrisso, 80 mg par jour. Donc pour rappel, le osimertinib, c'est une thérapie ciblée, en mécanisme d'action, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase, une prise par jour avec un prix remboursé par l'assurance maladie de 4 883,02 € par boîte de 30 comprimés avec une prise en charge à 100%. Cette patiente, elle a pour antécédents médicaux donc un pontage coronarien, un bloc atrioventriculaire et une ACFA. Et là, elle se présente avec un traitement en consultation avec les traitements personnels suivants. Et après analyse pharmaceutique et discussion avec le médecin, il y avait un médicament qui posait problème. Donc chez une personne de 83 ans, c'était son IPP, donc l'inexium, l'esoméprazole, qui avait comme problème la diminution là, qui va engendrer comme souci la diminution de l'absorption du Tagrisso qui est pH dépendante au niveau de l'estomac. Donc on a une interaction d'ordre pharmacocinétique avec donc la pharmacocinétique des médicaments. Hein, pour rappel, c'est les fameuses ADME, absorption, distribution, métabolisation et élimination des médicaments. Et donc là, au niveau de l'absorption du médicament après le passage dans l'estomac, on avait une vraie interaction médicamenteuse. Et donc dans ce webinaire-là, on voulait faire un petit rappel sur les outils à disposition des professionnels de santé pour détecter ce genre d'interaction qui peut survenir finalement, là en l'occurrence au moment de la consultation, mais la détection de ce genre d'interaction peut survenir un peu après. Donc nous, quand on fait un travail d'interaction au niveau pharmaceutique, que ce soit à l'ICO ou au CHU ou dans d'autres centres, on va se fier à plusieurs bases de données. Et là, j'ai essayé de les hiérarchiser. Donc en haut, la plus importante, c'est toujours la base publique du médicament qui est donc accessible, qui est en libre accès sur le site du ministère de la Santé. C'est un regroupement en fait de tous les RCP des produits. On a aussi le thésaurus des interactions de la NSM. Donc là, pour le coup, on va vous illustrer après toutes ces interactions, comment elles sont détectées au niveau de ces sources. Mais on a le thésaurus des interactions qui est du coup là plus une base en PDF qui n'est pas toujours très lisible, mais qui permet de détecter quand même quelques interactions. Un outil assez synthétique, pas toujours facile d'utilisation, mais qui est quand même pratique. On peut aussi se baser sur d'autres données, donc parfois les données FDA avec drugs.com. Donc là, pour le coup, c'est un vrai outil interactif qui permet de rentrer sur la plateforme le nom de ces molécules et de rentrer en fait de cliquer sur OK et là la plateforme nous détecte les interactions. On a aussi la base Liverpool qui est du coup là sur des données anglo-saxonnes et on se fie aussi pas mal aux fiches professionnelles. Donc la SFPO, c'est la Société française de pharmacie oncologique. L'Omédit, donc qui sont des organismes dédiés aux médicaments et aux dispositifs médicaux dans chaque région. Donc ça, c'est des organismes et des sociétés savantes qui mettent à disposition pas mal d'outils qui sont vraiment qui sont accessibles soit aux patients avec une version fiche patient, soit pour le versant professionnel avec des fiches professionnelles. Donc n'hésitez pas à les consulter quand vous avez un doute sur les médicaments. Et enfin, on peut aussi bien sûr se fier à la littérature, donc sur PubMed, hein, des fois il y a des case reports ou des données d'interaction médicamenteuse qu'il ne faut pas hésiter à consulter.
Donc là, pour revenir à l'interaction isoméprazole-Tagrisso, donc et c'est là aussi c'est pour ça qu'on vous citait aussi plusieurs sources, c'est que par exemple, là, l'isoméprazole-Tagrisso, à droite, c'est une capture d'écran de la, de la, du Vidal, donc le site que nous, on a la version Vidal Optimal qui est dédiée à l'hôpital, mais qui nous mettait en évidence une interaction à prendre en compte avec un risque de diminution de la biodisponibilité de l'inhibiteur de tyrosine kinase, donc le Tagrisso, euh, avec la prise concomitante des oméprazole. À l'inverse, le site drugs.com, donc qui est sur les données FDA, lui, voyait pas forcément d'interaction. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser 2-3 sources, voilà, et puis après de discuter de cette interaction. Là, en l'occurrence, quand elle a été détectée par le pharmacien, d'en discuter avec un clinicien. Et à l'issue des discussions et quand le pharmacien a relevé cette interaction, il a été décidé, même si ce n'était qu'une interaction à prendre en compte, au final c'est l'interaction la moins grave, euh, au niveau des RCP, eh bien, on a quand même décidé de décaler la prise horaire de l'ITK, de décaler pardon l'IPP plutôt le soir et de mettre l'ITK le matin avec des conditions d'absorption qui seraient plus optimales au niveau du pH gastrique. Et ce qui avait motivé ça, bah, c'était bien sûr hein, l'efficacité optimale avoir une efficacité optimale du traitement. Et puis d'éviter une diminution de son efficacité. Voilà pour le premier cas. Donc bonjour à tous, moi je suis Alice Brenning, je suis gériatre. Donc comme on vous disait, là l'idée c'est vraiment des cas cliniques pour essayer de faire un panel des différentes interactions et plutôt on ne peut pas tout connaître par cœur, mais d'avoir des tips pour essayer de voir comment y penser, comment les détecter. Alors, donc là on va parler d'un autre patient. Donc, c'est un patient qui a 80 ans, qui a un adénocarcinome prostatique et qui est sous décapeptyle et extendie. Et l'oncologue l'adresse au gériatre parce qu'il se posait la question de la présence de troubles cognitifs. Du coup, nous, quand on le voit, donc c'est un patient qui est marié, il a 4 enfants, il vit avec son épouse, bon, ça va pas mal. Il est assez autonome, il a une petite perte d'autonomie sur les fonctions instrumentales. Il marche avec une canne depuis quelques mois. Là, on est et donc, il a juste son traitement pour l'adénocarcinome prostatique. Nous, quand on lui fait une évaluation pour essayer de voir un petit peu ce qui ne va pas, on voit effectivement que c'est un patient qui est plutôt vulnérable. On confirme qu'il a probablement des troubles neurocognitifs débutants. Alors, on a un petit peu du mal à l'affirmer. Il avait un MMS à 25 sur 30 et un Dubois à 7 sur 10. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la mémoire, des problèmes de mémoire récentes qu'il n'est pas capable de dire. Et 7 sur 10, on se pose quand même sérieusement la question d'une maladie de la mémoire. En tous les cas, c'est un patient qui est très apathique et qui a ses troubles de mémoire. La femme, elle dit quand même que depuis l'introduction d'Xtandi, ça a un peu précipité les choses. Et nous, au premier plan, on a vraiment un patient qui reste assis, qui ne participe pas beaucoup à la conversation. Et on a du mal, qui a une thymie qui est difficile à évaluer. En tout cas, sa femme le dit qu'il est probablement triste. Et on a du mal à faire la part des choses entre une apathie liée à des troubles cognitifs ou à un vrai syndrome, un vrai épisode dépressif caractérisé. Donc, on lui prescrit tout le bilan de mémoire et puis, du coup, on décide de lui mettre un traitement antidépresseur d'épreuve et de le revoir dans 2 mois. Et puis, donc, soit on voit qu'il s'est amélioré sur le plan thymique et peut-être les tests cognitifs aussi vont s'améliorer un petit peu. Si vraiment il n'y a pas d'efficacité et voilà, on sera plutôt sur quelque chose de cognitif. Le reste de l'évaluation n'était pas catastrophique, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Donc, ce patient, il avait, je vois, Xtandi et je crois que c'était décapeptyle. Donc là, il faut que ça tilde un petit peu. Il y a certains médicaments, on se dit l'Xtandi, c'est vrai que c'est l'enzalutamide. Et moi, je sais juste qu'il y a beaucoup d'interactions, même si je ne les connais pas. Alors, ce patient, comme il était on voulait lui mettre un antidépresseur un petit peu psychostimulant pour essayer de le booster un petit peu. Et alors, j'en avais 2 en tête. Il n'y avait pas de trouble du sommeil. Donc, j'étais plutôt sur… je me posais la question du séroplex et de la sertraline. Sauf que du coup, quand on va donc sur Vidal Optimal, c'est
logiciels pour détecter les interactions. Donc là, avec la sertraline et l'Xtandi, vous voyez que j'ai une association déconseillée. Donc, il risque d'inefficacité du traitement antidépresseur. Donc, je me dis, je vais peut-être lui mettre de la sertraline plutôt. Là encore, on me dit plutôt pas. Cette fois, c'est un risque de trouble du rythme ventriculaire. Et finalement, ce patient, j'ai fini par le mettre sous Effexor, toujours pour avoir un effet un peu psychostimulant par rapport à la mirtazapine, par exemple. Donc là, les interactions sont importantes parce qu'elles vont quand même nous permettre vous voyez, mais ce patient qui avait que 2 traitements, finalement, il y en avait quand même pas mal qui étaient contre-indiqués. Ça, c'est l'autre base de données sur les interactions. Alors là, c'est marrant parce qu'ils nous disent que les interactions avec la sertraline, c'est modéré avec la sertraline et c'est majeur avec le séroplex, c'est l'inverse du Vidal. En tous les cas, dans les 2 cas, les associations sont contre-indiquées. L'autre base de médicaments dont on vous a parlé, c'est le thésaurus des interactions médicamenteuses. Celui-là, moi, personnellement, je le trouve plus dur, mais après, chacun fonctionne et raisonne à sa façon. Là, c'est un PDF et vous voyez qu'on a retrouvé la sertraline. Et on voit que comme l'Xtandi, c'est un inducteur enzymatique, on retrouve une interaction qui est aussi déconseillée. Donc, globalement, les 3 bases de données sont quand même cohérentes, concordantes. Et après, à vous d'utiliser celle qui va être le plus facile à utiliser. Donc, voilà. Donc, ce patient, il a été mis sous Effexor et je ne l'ai pas encore revu, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. On passe au cas clinique suivant. Donc, le cas clinique, juste pour revenir un petit peu avant sur la capture d'écran, là, sur le thésaurus des interactions, en fait, là, c'est vrai que c'est quand on disait que c'était pas très pratique comme outil. En fait, c'est que là, par exemple, le prérequis, c'est de savoir que l'Xtandi, il est inducteur enzymatique. Donc, c'est vrai que ça nécessite peut-être un peu plus de bagages, entre guillemets, enfin, on va dire pharmaceutique sur les inducteurs et inhibiteurs, les grandes classes qu'il y a. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est beaucoup moins pratique que les 2 bases dont on parlait avant, Drugs et Vidal. Et pour rappel, le Vidal, ça reste une compilation des RCP qui est présentée de manière un peu plus pratique sur la plateforme. Pour le cas clinique numéro 3, donc c'était Madame L, 82 ans, cancer du sein en évolution pleurale, ganglionnaire, surrénalienne et osseuse. Après plusieurs lignes thérapeutiques, le médecin envisage alors c'était pas 2012, c'était décembre 2022. En décembre 2022, de la mettre sous exemestane et everolimus avec un traitement personnel qui peut paraître comme ça assez commun et assez anodin, du paracétamol en si besoin, du cardégique 75, du ramipril et de la vitamine D. Et en fait, en faisant la revue de ces traitements et des interactions, on se rend compte qu'il y a une interaction qui est assez significative avec le ramipril. Et c'est donc entre l'éverolimus et le ramipril pour lequel il y a un risque d'angioœdème qui est majoré. Donc là, on est plutôt dans je vous parlais tout à l'heure des interactions qui sont d'ordre pharmacocinétique. Là, on va plutôt être dans une interaction d'ordre pharmacodynamique avec 2 médicaments qui en fait rentrent pas en soi dans le métabolisme. Il n'y a aucun médicament qui joue sur le métabolisme de l'autre. En revanche, ils vont avoir tous les 2 un effet synergique. Quand il y a des gains, mais en fait, principalement, les résultats, c'est principalement, finalement, et donc là, on a plutôt une interaction d'ordre pharmacodynamique avec donc deux médicaments qui sont synergiques dans leur effet qui sont à risque de survenue d'angioœdème. Là, je vous ai mis donc une capture d'écran du thésaurus des interactions. Et donc là, pareil, et bien en fait, on voit dans la liste des médicaments que le ramipril et l'éverolimus font tous les 2 partie des traitements bradykiniques et à risque de survenue d'angioœdème. Et après, les autres bases, j'ai pas remis de capture d'écran, mais les autres bases le notifiaient bien également. Donc, c'était vraiment assez significatif. Même si là, c'était quand même significatif comme interaction. Et en soi, le thésaurus des interactions, là, le mettait plutôt en association déconseillée.
mais après discussion avec le médecin et donc l'oncologue et le médecin traitant, il y avait une alternative qui avait été trouvée avec plutôt donc un ARA2 qui était moins à risque d'avoir ce genre d'effet. Et donc, on avait quand même, ça avait fait l'objet d'une discussion un peu pluriprofessionnelle et voilà la décision qui avait été prise. Donc, un exemple de médicament qui est assez anodin, un IEC, le Ramipril, qui au final peut rentrer en interaction avec l'Everolimus. Et là, j'ai fait un petit focus sur les interactions qui sont donc de l'ordre de pharmacodynamique, avec donc soit des effets synergiques quand l'association concomitante de deux médicaments provoque un effet finalement plus important que la somme des effets de chaque médicament pris séparément, et l'effet additif où l'association concomitante de deux médicaments additifs provoque un effet final égal à la somme des effets de chaque médicament pris séparément, et un effet antagoniste, donc là où on va avoir par exemple avec les exemples pris en dessous, le corticoïde et le pembrolizumab, l'effet immunosuppresseur des corticoïdes qui bloque l'effet de l'immunothérapie avec une diminution, voire une absence d'efficacité de l'immunothérapie. Donc voilà, c'est des types d'effets indésirables qu'il faut avoir en tête, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à solliciter les pharmaciens, que ce soit les pharmaciens d'officine ou les pharmaciens hospitaliers sur ça. On peut vraiment avoir du coup les outils, peut-être, on peut avoir du coup accès aux outils et les consulter peut-être avec plus d'habitude pour pouvoir détecter si vous avez un doute, ce genre d'interaction. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas-là? Les IPP posent de nombreux problèmes d'interaction, notamment en oncologie. L'indication devrait être plus fréquemment. Ah oui. On vient de voir le message sur l'IPP, donc le premier cas. L'indication devrait être revue plus fréquemment. Alors, c'est un travail qui est mené dans de nombreux centres. Je sais que le CHU travaille sur la déprescription des IPP. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va avoir une bonne dynamique dans les prochaines années. Mais c'est pareil, il faut du personnel formé à la déprescription, des protocoles qui permettent des protocoles institutionnalisés qui permettent d'avoir une vraie un acte qui soit un acte entre guillemets, là pour le coup pharmaceutique par exemple, qui pourrait être institutionnalisé, vraiment cadré pour la déprescription de ce genre de médicaments. Ça va peut-être arriver de plus en plus. Pour le moment, ça reste encore assez marginal. Mais oui, il y aurait un paquet d'indications d'IPP à revoir probablement. Enfin, c'est sûr. Même. Le cas numéro 4, c'était encore moi. Le cas numéro 4, donc de Madame B, 75 ans, pour un carcinome, donc un cancer du sein, carcinome lobulaire infiltrant multifocal du sein droit métastatique, avec un traitement envisagé donc à base de décapeptile, 3 mg libération prolongée, une injection tous les 28 jours, de létrozole, de ribociclib, et un traitement personnel à base de ramipril et de cardégique. Donc au final, aucune interaction médicamenteuse détectée au niveau de son traitement personnel. Tous les feux étaient ouverts pour commencer le traitement. En revanche, c'est vrai qu'on parle souvent d'interactions médicamenteuses, mais il faut aussi penser à tout ce qui est interaction non médicamenteuse, et notamment dans le cancer du sein où les patientes sont souvent sont souvent assez sensibles à la phytothérapie et à ses bienfaits. Phytothérapie, ça englobe plein de prises de plantes différentes. Là, en l'occurrence, c'était une patiente qui nous a parlé de prise de curcuma et de ginseng. Donc, comme ça, on se dit, voilà, c'est des plantes, c'est peut-être sans effet, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et en fait, faut savoir qu'il y a beaucoup de plantes qui ont quand même des effets non négligeables sur l'organisme, mais aussi sur le métabolisme des médicaments. Et donc là, je vais vous montrer une capture d'écran juste après. On a l'outil que vous pouvez utiliser, qui est l'outil MSKCC. Alors, vous pouvez le chercher sur Internet. Vous tapez MSKCC About Herbs. C'est la base new-yorkaise, je crois, en tout cas américaine, qui répertorie beaucoup de produits, beaucoup de substances naturelles et leurs effets sur l'organisme. Elle est très complète, bien sourcée. Du coup, nous, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Et donc, ce qui est relevé dans cette base de données pour le curcuma, c'est que c'est un inhibiteur du CYP3A4 qui métabolise le ribociclib. Donc, dans ce cas-là,
on va avoir un risque d'accumulation et de survenue d'effets indésirables, donc de toxicité du traitement. Et dans l'autre sens, on va avoir le ginseng qui est lui inducteur du CYP3A4, de cytochrome, et on va avoir donc un risque de diminution des concentrations en ribocyclib et donc de diminution de l'efficacité. Donc au final, on n'est plus du tout dans une interaction anodine et sans risque pour le patient, d'autant qu'on est sur un traitement également, comme tout à l'heure, le Tagrisso, hein, avec des coûts qui sont quand même non négligeables en termes de thérapie ciblée. Donc, ce qui est quand même, d'abord pour la santé de la patiente, c'est quand même hyper important qu'elle soit le mieux soignée possible et qui en plus soit que le traitement des traitements à ce niveau de remboursement-là soient pris avec sans un effet sur leur métabolisme qui pourrait entraîner soit une augmentation des effets indésirables et donc un arrêt de traitement prématuré ou une diminution de l'efficacité, qui le ferait passer à une autre ligne de traitement, alors qu'au final, c'est pas tant l'inefficacité du produit qui serait à l'origine ou un échappement thérapeutique qui serait à l'origine de l'inefficacité de son traitement, mais une interaction non médicamenteuse. Voilà l'outil Search About Herbs. Donc là, vous pouvez voilà comment ça se présente. Vous pouvez taper le nom de votre substance. Alors, il faut parfois aller chercher le nom latin de la substance pour la reconnaître. Et puis sinon, vous avez par ordre alphabétique, vous pouvez retrouver les substances. Et donc là, par exemple, le curcuma, voilà la liste des interactions qu'il peut avoir. Et donc, on retrouve les traitements anticoagulants, des traitements qu'on a moins chez nous, mais le paclitaxel, la doxorubicine, le cyclophosphamide, c'est des chimios. On a l'amphotéricine B qui est un antifongique. Et on retrouve donc toutes les substances métabolisées par le CYP 3A4 ou le CYP 1A2 qui vont être du coup sensibles au curcuma. Donc voilà un outil qui peut vous permettre, pareil au quotidien, si un patient sous traitement anticancéreux par voie orale vous parle de ce genre de substance un peu de phytothérapie, et bien c'est bien de rester alerte sur ça et de consulter les bons outils. Il y a aussi un référentiel. L'autre base de données, ça rejoint la question. Il y a l'AFSOS, effectivement. Je vois la question de Charlotte Bonnet dans le chat qui parle du référentiel question phytothérapie de l'AFSOS qui répertorie les interactions de molécules de différentes molécules avec les plantes, qui est un bon outil également que j'utilise de temps en temps. Et il y a aussi la base EDRIN qui est en partenariat entre l'université de Grenoble et l'université de Liège, je crois, en Belgique, qui répertorie aussi des interactions avec un outil un peu comme Vidal Optimal, où vous pouvez taper le nom d'une substance et le nom d'un médicament et voir s'il y a une interaction. Donc, on peut partir du principe qu'avec ces trois outils-là, vous pouvez balayer pas mal d'interactions possibles et du coup, potentiellement conseiller à vos patients ou patientes de stopper un traitement, stopper la prise de curcuma, de ginseng pour la meilleure efficacité de leur traitement. Moi, là, un petit mot sur la mélatonine, parce que je suis gériatre et j'aime beaucoup la mélatonine et donc on en prescrit beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui me demandent, qui me disent qu'il y a certains dans les pharmacies, même en officine, ils disent attendez, non, je ne peux pas la mélatonine, il faut demander la permission. Donc la mélatonine en elle-même, il n'y a pas d'interaction, il y a quasiment pas d'interaction avec les traitements anticancéreux, mais c'est vraiment sur de la mélatonine pure. Et donc ce qui est en pharmacie, il y a beaucoup de produits où c'est des associations de mélatonine, mais aussi tout un panel de fleurs et c'est surtout l'autre phytothérapie qui est plutôt contre-indiquée et pour lesquelles il faut faire attention. Donc généralement la mélatonine seule, donc le circadin qui est le plus connu et qui est presque nous sur nos outils de logiciels. Par contre, il faut faire attention et toujours prévenir les patients. Le problème de la mélatonine, c'est qu'il n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Et donc, le coût de la mélatonine est à charge du patient complètement. Alors, on rembourse les benzodiazépines, mais toujours pas la mélatonine. Donc, il faut les prévenir. Le circadin, ce n'est pas la moins chère des molécules. Il y a plein d'autres molécules qui sont moins chères, d'autres marques. Et sur Internet, je crois qu'on en trouve encore moins cher que ce qu'on peut trouver en pharmacie. Avec toujours ce petit bémol de faire attention que c'est de la mélatonine pure et que ce n'est pas en association. Donc, voilà, c'est un médicament que vous pouvez utiliser, il ne faut pas hésiter. On passe au cas clinique suivant. Alors là, c'est un autre
Une autre façon de voir les médicaments chez les personnes âgées, dans le sens où il n'y a pas forcément d'interaction, il n'y a pas forcément de contre-indication. Donc, on va voir, c'est plutôt ce qu'on appelle les révisions d'ordonnance et quelque chose qu'il faut faire de façon un peu systématique chez les personnes âgées. Donc là, on a un patient qui a 89 ans et qui a été adressé au gériatre pour un carcinome urothélial de haut grade PT2. A priori, il y avait le traitement, c'était une chirurgie radicale par cystoprostatectomie radicale, mais qui déjà de base au chirurgien, ça lui semble un peu lourd. Donc là, on se dit que à vue de nez, le chirurgien, il trouve déjà que le patient est un petit peu vulnérable, un petit peu fragile, et je pense que c'est pour ça qu'il l'adresse au gériatre, et du coup, il propose soit de la radiothérapie palliative, soit une résection endoscopique seule, si le patient est symptomatique. Donc, le patient, il arrive, c'est un monsieur qui est veuf, il a 4 enfants, avec qui il a des bonnes relations, mais il n'y en a qu'un qui est présent, qui habite pas loin de chez lui. Il a une aide ménagère qui a été mise en place récemment parce que donc son fils qui habite à côté et sa belle-fille se sont aperçus que c'était un petit peu compliqué pour le ménage. Donc, depuis un mois, il y a une aide ménagère qui vient en plus à la maison. C'est un monsieur qui a une ACFA, qui a une insuffisance rénale chronique, pas d'autres antécédents. Et puis, finalement, en poussant un peu l'interrogatoire des proches, on voit qu'il a été malade début janvier 2026. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. En tous les cas, il était fatigué, il ne mangeait plus et puis il était complètement perdu. Ça a duré 3 semaines et puis il a voulu rentrer chez lui. Donc, son fils l'a pris chez lui 3 semaines et puis quand ça allait un petit peu mieux, il l'a renvoyé à la maison. Dans les traitements, vous voyez qu'il a un anticoagulant, 3 antihypertenseurs et de l'inégie, une association statine et zétimine. Nous, on examine le patient, on n'a pas grand-chose, effectivement. C'est un patient on voit qu'il est un peu fragile sur le score de fragilité. Il a une hypotension orthostatique, on passe de 14 à 11, et puis le reste de l'examen est sans particularité. Sur l'évaluation gériatrique, donc c'est un patient qui a probablement maigri, il est très maigre. Devant nous, on a un IMC qui est inférieur à 22, et vous savez que chez les personnes âgées, 22, c'est un critère inférieur à 22, c'est un critère de dénutrition. Il y a probablement un amaigrissement, mais impossible de récupérer un poids auprès de ses proches ou de son médecin. En tous les cas, vu sa maigreur, on se dit qu'il a dû maigrir un petit peu. Au niveau cognitif, il est effectivement un petit peu altéré aussi. Il a des petits troubles cognitifs. Il arrive quand même à nous dire qu'il est là pour la prise en charge d'un cancer de vessie, qu'on lui avait parlé d'une chirurgie, mais qui était finalement récusée. Il marche pas mal, mais il a cette hypotension orthostatique. Et puis, finalement, c'est tout. Donc, sur le plan oncologique, nous, on conseille du coup plutôt à l'urologue peut-être s'il avait prévu de faire une résection transvésicale, d'y aller encore une fois, mais pas plus que ça pour éviter de faire une dégradation cognitive sur des anesthésies générales à répétition. Et je vous remonte ces traitements, je vous laisse les regarder 30 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ces traitements qui vous choquent, qui vous gênent? Est-ce que vous feriez quelque chose sur ces traitements? Donc, soit il y a quelqu'un qui veut répondre la main levée, soit dans 5 secondes, on répond tous ensemble. Il n'y a personne qui se lance. Donc, c'est un monsieur qui a une hypotension orthostatique. Il passe de 14 à 11 de tension. Il n'y a rien de catastrophique, sauf qu'on est à 14. Là, c'est à l'hôpital. C'est pas du tout une tension de repos. Et puis, il a tous ses traitements antihypertenseurs. Probablement que déjà à 14, pour peu qu'il y ait un peu d'effet blouse blanche, c'est une tension qui est vraiment stricte, qui est pas mal. À 89 ans, avec un cancer urothélial pour lequel on n'aura pas de traitement curatif, on n'est pas sur un objectif tensionnel optimal. Du coup, ce monsieur, on peut lui arrêter son traitement antihypertenseur. Alors là, on n'a arrêté que 2 molécules sur 3. L'idée, c'est d'éviter une chute dans les semaines et les mois à venir, le temps qu'on mette en place des aides. Il a beaucoup maigri. Et les patients âgés là, qui ont un traitement antihypertenseur depuis 40 ans, ils disent « Mais non, docteur, j'en ai toujours eu besoin de celui-là ». En fait, à partir du moment où ils perdent beaucoup de poids, souvent leur tension, elle va quand même avoir tendance à diminuer un petit peu. Et donc, ils vont être trop traités en tension. Donc, même s'ils nous disent bah, « Si, mais docteur, celui-là, ça fait 50 ans que je le prends, j'avais essayé de le baisser il y a 15 ans, mais ce n'est pas passé, mon cardiologue ne voulait pas », il ne faut pas hésiter à essayer de les arrêter. Après, vous mettez une surveillance tensionnelle par l'infirmière à la maison. Il est toujours temps de le reprendre si vraiment c'était une grosse erreur de l'arrêter. En tous les cas, chez ce patient, on l'a arrêté. Il n'a pas été repris depuis.
Et donc, je voulais juste vous rappeler que pour les patients qui ont beaucoup maigri, effectivement, il faut faire attention au traitement antihypertenseur, mais aussi au traitement antidiabétique. Pareil, le diabète, il baisse, et surtout les traitements hypoglycémiants, les gliptines, tout ça. Les patients qui ont beaucoup maigri, qui ont des HbA1c à 6,5%, je pense que là, il ne faut pas hésiter à essayer d'alléger les traitements antihypertenseurs. Là, c'est sur les patients d'onco qui maigrissent. Après, d'une manière générale, pour les patients en gériatrie, il y a différentes échelles pour essayer de revoir les différents traitements. Je vais revenir après à la question. Mais pour les prescriptions médicamenteuses inappropriées, la première est celle que je préfère. Elle peut vous paraître un petit peu rébarbative, mais je pense que c'est plus une révision d'ordonnance. En fait, c'est juste que c'est mis sous forme de dessin. Comment voir si chaque traitement a une indication, si chaque maladie et comorbidité a le traitement optimal, et après vérifier qu'il n'y a pas de mésusage, à savoir des posologies avec l'insuffisance rénale chronique, des posologies d'anticoagulants notamment, qui ont été adaptées, qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, réajuster sur ce point de vue-là. Donc ça, c'est plutôt une révision d'ordonnance que je trouve assez intelligente. Personnellement, je range toujours les ordonnances. Je trouve que c'est plus facile de faire une révision d'ordonnance. Après, il y a d'autres listes aussi qui sont plus vieilles. Il y a la liste Start and Stop, il y a la liste de Beers. La Start and Stop, là, elle est même plus longue. Il y a une version 2 qui est plus longue. Je pense que ça peut être utile quand on a une question précise d'aller voir si ça ne fait pas partie d'un des critères. Mais faire une révision d'ordonnance en lisant tous les critères de la liste, je pense que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, plusieurs façons de faire, mais vraiment essayer d'être un peu systématique sur les révisions d'ordonnance. Et c'est un peu ce qu'on vous disait, un médicament qui est là depuis longtemps, il ne faut pas hésiter à les revoir et à expliquer aux patients pourquoi on l'arrête. Un autre petit mot sur les médicaments anticholinergiques chez les patients âgés quand vous voyez une ordonnance. Les médicaments anticholinergiques, il y en a beaucoup, c'est surtout les psychotropes, mais il y a un peu des charges anticholinergiques cachées dans beaucoup de médicaments. Et c'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires chez les patients âgés. Là, vous pouvez voir les principaux. Vous avez des listes donc, de ces médicaments anticholinergiques et des calculateurs de charge anticholinergiques. Je vous laisse voir, je vous ai mis des liens. En tous les cas, y penser, et d'autant plus chez les patients qui sont fragiles. Faire attention à tous les traitements psychotropes qu'on met. Donc, ça, c'était plus un petit rappel. Est-ce que vous avez des... Ah oui, et donc pour la répartition matin et soir par rapport à l'hypotension orthostatique, est-ce que ça change le risque? Oui, surtout qu'il y a des patients qui ont une hypertension artérielle nocturne. Donc dans ces cas-là, on peut mettre du Loxène plutôt 50 le soir. Après, là, c'était des médicaments qui avaient une durée de vie qui était à peu près de 24 heures. Donc c'est plus le Loxène, par exemple, qui est matin et soir, Loxène LP qui se donne en 2 prises. On peut garder la prise de la nuit et enlever celle du matin pour diminuer le risque d'hypotension orthostatique pour ceux qui ont une HTA nocturne. Mais globalement, vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on craint en gériatrie, c'est la chute et la fracture du col, parce que alors là, tout ce qu'on a fait, ça ne sert plus à rien. Le traitement, enfin voilà. Donc ça nous remet quand même un peu à zéro. Donc on essaye vraiment de faire de la prévention et d'hypotension chez ce patient qui est maigre, donc qui a probablement une fonte musculaire, qui va avoir des réflexes un petit peu moins bons pour peu qu'il ait un petit vertige. Il va avoir plus de mal à se rattraper et vraiment l'idée c'est d'éviter la chute. Si sa tension elle remontait à 16 à domicile, ça ne serait pas la catastrophe, encore une fois vu son âge et son espérance de vie qui n'est pas majeure vu qu'il a un cancer qui n'aura pas de traitement curatif. Et si vraiment elle était à 18-20, il serait toujours temps de reprendre ses traitements à la maison. Donc voilà, moi je privilégie surtout, j'essaye surtout de diminuer le risque d'hypotension orthostatique. Ah non, un des derniers. Ah non, je crois que c'est moi celui-là. Oui, c'est ça. Pardon. Donc là, on va faire des cas cliniques plutôt pour vous aussi sur les vaccinations. Hein, ça fait partie des traitements des personnes âgées. On va y revenir tout à l'heure. Il y a des recommandations. Là, ce n'est pas les recommandations, le calendrier vaccinal chez les personnes âgées qui ont un cancer, mais en fait, c'est les mêmes. Et c'est hyper important maintenant. On sait que les patients qui sont en cours de traitement, ils font des grippes notamment qui sont plus graves que quand on n'est pas immunodéprimé. Alors là, vous avez un exemple, c'est une patiente de 84 ans qui a un cancer du sein bilatéral, qui a aussi une myasthénie dans ses principaux antécédents, qui est traitée, une HTA, une ulcère gastrique. Elle est à la maison avec un petit peu d'aide, elle a quand même l'infirmière pour le pilulier. Et puis elle a le traitement que vous voyez ici, donc la myasthénie, un antidépresseur et son traitement cardiovasculaire et un peu de calcium. Au terme de l'évaluation gériatrique, c'est une patiente qui est vulnérable et puis on nous posait la question de savoir si c'était possible de lui mettre un traitement par inhibiteur de CDK4/6.
Du coup, on était plutôt d'accord, il n'y avait pas de contre-indication. Donc, OK pour mettre le traitement. Elle est un petit peu fragile, vous voyez qu'elle a plusieurs fragilités, on la surveille. Là encore, elle avait des tensions artérielles en consultation qui étaient normales basses, donc plutôt autour de 10-11. Donc, son traitement antihypertenseur, elle avait 2 molécules, elle n'en avait pas forcément besoin. Et ici, c'est aussi juste une fiche rappel sur les inhibiteurs de CDK4/6, mais sur pas mal de traitements, vous avez des fiches conseils sur l'Omedit, des fiches des médicaments. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter, les regarder. Elles sont assez simples et puis globalement, c'est assez simple à la lecture. Il y a des fiches pour les soignants et des fiches aussi pour les patients pour qu'eux, ils sachent comment repérer les effets invisibles. Donc, elles sont plutôt bien faites. Ceci dit, votre évaluation, vous la terminez, vous dites OK pour l'inhibiteur de CDK4/6, et puis vous vous posez une autre question. Finalement, au dernier moment, vous vous posez la question de la vaccination. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez le droit de vacciner cette patiente chez qui on va mettre un inhibiteur de CDK4/6? Alors, pareil, là, je suis désolée, on voulait faire un WooClub pour recueillir vos avis, mais on n'a pas eu le temps. Donc, c'est un peu compliqué. Ah, c'est Sandra. Ah oui. Est-ce que tu peux envoyer les liens? Vous aurez le diaporama pour les liens anticholinergiques. Et ah oui, c'est vrai que moi, quand j'ai cliqué dessus, ils étaient déjà là. Je remettrai les liens dessus en plus. On vous les enverra. Pas de problème. Et donc, cette patiente, est-ce que vous la vaccinez? La réponse, c'est bien évidemment, c'est oui. Il faut vacciner tous les patients. Est-ce que vous avez le droit de la vacciner sous inhibiteur de CDK4/6? Donc, la réponse, c'est oui. Vous voyez sur la chronologie que je vous ai faite, la période idéale, donc à tous les traitements, c'est dans l'idéal 2 à 4 semaines avant le début du traitement. Donc ça, c'est dans l'idéal. Après, vous voyez que la vaccination est possible tout au long du traitement. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas la vacciner. On parle des vaccins inactivés, des vaccins qui sont recommandés chez la personne âgée. On va y revenir après. Mais on parle surtout du DT polio, de la grippe, du Covid, du pneumocoque, du Zona et du VRS, même s'il n'est pas encore remboursé. Pour les vaccins vivants atténués, il n'y a pas de consensus pour les patients sous thérapie ciblée. Après, ça nous concerne moins. Ça fait pas les vaccins qui sont recommandés en première intention. Et il n'y a pas de consensus, donc à discuter, je pense, de façon collégiale, en fonction des bénéfices et des risques. Pour le deuxième cas, donc là, c'était plus par rapport à, donc au statut vaccinal des patients. Donc là, on a repris le calendrier vaccinal. C'est le cas de Madame S, 73 ans, qui est traitée pour un adénocarcinome pulmonaire métastatique en cours d'immunothérapie. Elle était sous pembrolizumab, cette patiente, donc un anti-PD1. Elle est hospitalisée en juillet 2025 pour altération de l'état général avec des troubles digestifs sévères, se traduisant par 6 à 8 diarrhées par jour, et hospitalisée donc pour la recherche étiologique. Les corticoïdes sont inefficaces, donc suite à un avis gastro au CHU, c'est la piste de la colite immuno-induite qui est retenue, avec la nécessité de perfuser la patiente avec du vedolizumab. Donc là, on va partir sur un traitement immunosuppresseur. Donc c'est un traitement, c'est un anticorps anti-intégrine qui est indiqué dans les rectocolites hémorragiques et maladies de Crohn. Et donc là, on est dans le cadre de colite immuno-induite, donc on est dans le cadre d'une utilisation hors de son AMM, mais qui a déjà démontré son efficacité. Et donc en hospitalisation, on nous demande donc une vaccination DTP, pneumocoque, grippe, Covid et Zona à jour. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir si la patiente est vraiment vaccinée, connaître son statut vaccinal, alors que le traitement pour la colite, il est urgent, il faut le commencer au plus vite. Et bien, si on se découvre qu'elle n'est pas vaccinée, dans l'idéal, un vaccin, pour qu'il soit efficace avant un traitement de ce type-là, il faudrait que ça soit administré 3 à 4 semaines avant. Et donc là, on n'avait pas cette info-là. Donc là, c'était juste pour alerter d'un point de vue traçabilité et le suivi des vaccinations pour ces personnes-là, ces patients-là. Ce n'est pas toujours nous renseigner dans les dossiers patients informatisés
des CHU. Maintenant, on essaye de plus en plus de consulter le DMP, mais c'est pareil, le DMP est pas forcément fiable. On sait que pour les médecins généralistes, et notamment, c'est compliqué c'est pas toujours facile de prendre le temps pour le compléter. Côté pharmacien d'officine, à chaque fois, nous, on arrive à avoir les infos. Mais en tout cas, c'était juste pour donner l'exemple d'une patiente où au final, on n'a jamais pu avoir son statut vaccinal définitif pour l'initiation de ce traitement immunosuppresseur. Donc finalement, on l'a revacciné avec début du traitement dans la foulée, donc avec probablement une efficacité beaucoup moindre des vaccins, mais d'un point de vue bénéfice-risque, c'était la seule solution. Donc, un petit conseil, voilà, si c'est possible d'avoir un suivi rapproché de la couverture vaccinale des patients atteints de cancer, ça serait parfait. Et puis, de pouvoir consulter aussi, de pouvoir incrémenter les différentes vaccinations sur le DMP, ça serait, je pense, d'une grande aide aussi pour les cliniciens et le lien parfois entre la ville et l'hôpital pour qu'on puisse, nous, accéder au DMP. À l'hôpital, c'est assez facile avec une carte CPS d'accéder aux patients des centres et d'avoir leur dernière vaccination. Donc voilà, ça peut être une piste éventuellement. Et donc pour finir, cette patiente, elle a eu donc 3 perfusions de vedolizumab donc, semaine 0, semaine 2, semaine 1, semaine 3, semaine 7, quoi, en gros, 2 semaines. Voilà. Et puis avec une disparition des symptômes et une stabilité de la maladie. Et aujourd'hui, la patiente, elle a pu ressortir, donc efficacité complète du traitement. Donc là, pour les immunothérapies, donc l'idéal, on veut que ça soit. Donc là, cette patiente-là, sous pembrolizumab, elle aurait dû être vaccinée avec un check avec une vérification de son calendrier vaccinal, 2 à 4 semaines, comme on disait tout à l'heure, avant le début de l'immunothérapie. On n'a pas réussi à avoir cette vérification. Donc au final, on rentre plutôt dans la période verte foncée, où au final, tout le long du traitement, ça reste toujours possible de traiter les patients. Mais après, quand on doit administrer un traitement pour un effet indésirable immuno-induit, ça pose quand même problème et des questions sur l'efficacité de la vaccination. Et donc, oui, on a remis les vaccins vivants atténuants. Ils sont bien contre-indiqués chez les patients sous immunothérapie. On enchaîne sur le dernier cas clinique. Donc, on reste sur les vaccinations. L'idée, c'était de voir un peu les possibilités de faire des vaccins sur tout type de traitement oncologique. Donc là, c'est un patient de 88 ans qui a une progression biochimique et osseuse d'un adénocarcinome, alors qu'il était sous firmagon et darolutamide. Et donc, la proposition de traitement, c'est de débuter une chimiothérapie par docétaxel. Donc, c'est un patient, l'évaluation gériatrique, on va la passer vite parce qu'on est un peu limite sur le temps, mais vous voyez, il est plutôt autonome. Il a beaucoup d'antécédents cardiovasculaires, mais plutôt autonome par ailleurs. Vous voyez, plutôt vigoureux. Donc, pas de contre-indication à faire une chimiothérapie par docétaxel. Par contre, du coup, là, on y pense. Bien, pas tout le temps, on essaie d'y penser systématiquement. Et on s'aperçoit que le vaccin, il n'est pas vacciné contre la grippe et le Covid et qu'il semble être d'accord pour se faire vacciner pour le pneumocoque et le zona. Donc, je crois que grippe Covid, il n'avait pas envie, mais pneumocoque zona, j'avais réussi à le convaincre. Est-ce qu'on le vaccine, le patient? Oui, non. S'il n'a pas commencé sa chimio, je vous laisse répondre pour vous. Et est-ce que vous le vaccinez? Et s'il a commencé sa chimio déjà au moment où je le vois, est-ce que j'ai le droit de le vacciner? Donc la réponse est oui, c'est toujours oui, quelle que soit la période du cycle de chimiothérapie où on est. Donc comme dans les autres traitements anticancéreux, l'idéal c'est plus de 2 à 4 semaines avant le début du traitement. Donc dans ces cas-là, si le temps qu'on pose le pack, qu'on prenne les décisions, qu'on discute, tout ça, c'est le vacciner le plus vite possible. Une fois que la chimio a commencé, on peut la faire. Il n'y a pas vraiment de consensus. Le risque finalement avec les vaccins inactivés, c'est de diminuer l'efficacité du vaccin, mais il n'y a pas de risque d'infection ou de choses comme ça. Il y a différents discours, il n'y a pas de consensus encore une fois officiel. Il y en a certains qui disent de faire la vaccination juste avant la perfusion de chimiothérapie. Il y en a d'autres qui disent de faire entre 2 cycles de chimiothérapie en évitant le nadir
d'immunodépression. Et puis finalement, il y a quand même quelques études qui montrent qu'il n'y a pas trop d'impact sur l'efficacité du moment de la vaccination selon le cycle. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de vacciner avant ou après la chimio. Le plus logique et le plus cohérent, on va dire intellectuellement, c'est d'éviter le nadir. Voilà, donc vacciner en cours de chimio si ça n'a pas été fait avant, mais il faut vacciner. Et si on revient au vaccin vivant atténué, attendez, juste pour le coup, eux, ils sont vraiment contre-indiqués, c'est des patients sous chimiothérapie et pendant au moins 6 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Un patient sous chimio, je vous le mets à la fin, là, il y a une dose de rappel à 3 et 6 mois après la fin de la chimiothérapie. Il faut faire des rappels, du coup, une fois que la chimio est finie. Voilà, alors, les recommandations des vaccins, c'est ce que on disait tout à l'heure. Grippe, Covid, DTP, pneumocoque, zona, VRS. Et puis après, il y a l'hépatite B. Alors, ça reste des recommandations du coup américaines, mais ça, c'était les dernières recommandations quand la Société américaine d'oncologie avait communiqué. C'est la mise à jour de 2024 et je crois qu'elle avait été reprise en grande partie par la Société européenne. Donc voilà, c'était pour, à titre un peu indicatif, c'est important quand même d'avoir il y a des vraies recommandations sur les statuts vaccinaux des patients atteints de cancer et qu'il faut essayer de promouvoir cette vaccination pour éviter les effets indésirables pour ces patients qui sont quand même parfois fortement immunodéprimés. Ah, donc il faut vacciner. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les cas cliniques dont on a parlé. On a essayé de vous présenter différentes interactions sous forme de cas cliniques pour les mettre plus concrets. C'est vrai que sous format de webinaire, ce n'est pas évident. Je vois qu'a priori, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions dans le chat. Merci beaucoup à tous les deux. C'était effectivement très intéressant et très riche de pouvoir s'appuyer sur les cas cliniques. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à scanner le QR code ou en tout cas vous recevrez par mail dans quelques jours le lien vers le questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse un petit peu avoir vos retours et que vous nous donniez vos avis et vos attentes éventuellement sur les futurs webinaires OncoPL. Et puis voilà, donc le replay va être disponible la semaine prochaine, vous le recevrez par mail, y compris donc les slides où il y aura des liens ou des informations intéressantes. Ce sera également disponible sur le site web d'OncoPL. Et puis on compte sur vous pour pouvoir diffuser le replay largement à vos collègues qui n'auraient peut-être pas pu venir. Ah, si, je vois une question dans le chat. Pour les vaccinations non majeures, faut-il espacer les vaccinations d'un délai ou possible en même temps? Possible en même temps. Quasiment, enfin, on va peut-être pas en faire 5 d'un coup, mais on peut en faire 2 voire 3 au moins en même temps, ça peut le faire. Donc oui, pour les vaccinations, on peut en faire plusieurs en même temps. Sandra qui dit que c'est chronophage, mais que ça paraît accessible quand même quand on vous écoute. N'hésitez pas pour les quelques petites minutes qui restent si jamais vous avez d'autres questions. Bon, a priori, ça semble être bon. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, comme je vous le disais, le replay va être prochainement disponible, ainsi que les diaporamas avec les liens. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci.